tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. En pleine tempête sur les télécoms, Boutros Hareb défend le bilan de son ministère. Le ministre a énuméré les solutions stratégiques proposées par son administration. En Irak, jusqu'à 3000 villageois en fuite pourraient avoir été capturés hier par les djihadistes de l'EI. L'Agence des Nations Unies craint l'exécution de 12 d'entre eux. Tous résident dans plusieurs localités du gouvernement de Kirkouk. Le stade de Maracana va s'allumer dans quelques heures pour le coup d'envoi des JO de Rio. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, le suspense perdure sur l'identité du dernier relayeur de la flamme olympique. En pleine tempête sur les télécoms, Boutros Hareb défend le bilan de son ministère. L'administration est au centre de tiraillements politiques et d'enquêtes judiciaires liées à la sécurité et à la corruption. Lors d'une longue conférence de presse, le responsable a vanté des projets censés apporter des solutions stratégiques aux problèmes liés au réseau libanais. Il a notamment cité Liban 2020. Hier, l'examen de ce dossier casse-tête en Conseil des ministres n'a une nouvelle fois débouché sur rien. Le nœud du problème réside entre autres dans la double casquette portée par Abdelmenem Youssef. Abdelmenem Youssef qui cumule la direction de Géraud en même temps que celle de l'exploitation et de la maintenance au ministère. En Irak, jusqu'à 3000 villageois en fuite pourraient avoir été capturés hier par les djihadistes. L'Agence des Nations Unies s'inquiète et redoute que l'État islamique en ait exécuté 12. Ses habitants sont originaires de différents villages dans le gouvernorat de Kirkouk. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque 1900 civils capturés. Parmi eux, des dizaines auraient été exécutés et 6 brûlés vifs selon l'OSDH. Barack Obama promet de détruire l'État islamique. Hier soir, le président américain s'est dit déterminé à lutter contre le groupe de manière agressive et sur tous les fronts. Ce sont les mots du chef de la Maison-Blanche, Florence Gaillard. L'organisation État islamique va perdre et elle le sait. C'est le message du président américain qui se montre plus agressif que jamais envers le groupe terroriste. Un groupe qui encourage ses partisans à frapper n'importe où et n'importe qui, comme à Orlando le 12 juin ou à Nice le 14 juillet. Il est très difficile de détecter les actes isolés ou les petits groupes terroristes qui sont déterminés à tuer des innocents et prêts à mourir. C'est pourquoi nous allons continuer à pourchasser le groupe État islamique sur tous les fronts. Depuis plus d'un an, le groupe État islamique recule. Il a perdu la moitié de son territoire en Irak et 20% de son emprise sur la Syrie. Attaqué au sol par des groupes armés locaux, il subit aussi les frappes aériennes menées par la coalition internationale. Les États-Unis ont étendu la lutte à la Libye. Là aussi, ils bombardent les djihadistes pour que les milices libyennes reprennent la ville de Sirte au groupe État islamique. Mais en Syrie, certains réclament la présence de troupes américaines sur le terrain, comme il y en a en Irak. Actuellement, les forces de Bachar al-Assad assiègent les villes rebelles du Nord, soutenues par leurs alliés russes. Je ne suis pas certain que nous puissions faire confiance aux Russes et à Vladimir Poutine. Peuvent-ils réellement obtenir la cessation des hostilités? La Russie ne l'obtient pas pour l'instant parce qu'elle ne le veut pas ou parce qu'elle n'a pas suffisamment d'influence sur Assad. Le président a également critiqué Donald Trump en lice pour lui succéder à la Maison-Blanche. Barack Obama dénonce les discours sur le choc des civilisations qui, selon lui, font le jeu du groupe État islamique. En Syrie, justement, 10 civils, dont 7 enfants, ont péri ce vendredi dans des frappes sur les secteurs est d'Alep, ceux contrôlés par les rebelles. Les insurgés mènent des combats acharnés pour tenter d'empêcher les forces pro-régime de s'emparer de la deuxième ville de Syrie. Ils cherchent à présent à prendre le contrôle de la zone gouvernementale de Ramoussa vers le sud de l'agglomération. L'objectif étant d'ouvrir un axe de ravitaillement vers leur quartier où sont assiégés depuis le 17 juillet quelques 250 000 habitants qui manquent de tout. Les États-Unis ne semblent pas non plus disposés à céder à la Turquie et en partie à son président Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier réclame l'extradition de Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir fomenté le putsch manqué du 15 juillet. Depuis, les purges s'enchaînent au plus haut niveau de l'État et en particulier dans les rangs des pro-Gülen. Le prédicateur, quant à lui, dénonce l'autoritarisme d'Erdogan. Antoine Mariotti.
Son extradition a déjà été réclamée à de nombreuses reprises, sans succès. La Turquie a donc cette fois décidé de lancer un mandat d'arrêt contre Fethullah Gülen. Le document accuse formellement le prédicateur, exilé aux États-Unis depuis 17 ans, d'avoir ordonné la tentative de coup d'État du 15 juillet. En attendant de pouvoir peut-être mettre un jour la main sur son ennemi juré, le président turc est bien décidé à lui couper toutes ses ressources financières. Cette organisation est aussi une organisation économique. Et c'est peut-être dans le monde économique qu'elle est la plus forte. C'est une règle, vous ne pouvez pas réussir votre projet si vous n'êtes pas financé. Nous sommes déterminés à couper tous les liens économiques, tous les revenus et toutes les connexions de cette organisation sanglante. Recep Tayyip Erdogan, dans un récent entretien accordé à France 24, a proposé d'envoyer son ministre de la Justice en personne aux États-Unis, s'il le faut. Mais Washington ne semble pas décidé à accepter cette extradition. Chaque fois qu'ils ont demandé l'extradition d'un criminel ou d'un terroriste, nous l'avons extradé. Mais aujourd'hui, il y a eu une tentative de coup d'État en rapport avec Fethullah Gülen. Nous demandons son extradition et il continue de nous demander des preuves, des documents. Le président turc s'est engagé à fournir ces preuves aux autorités américaines, mais ce dossier risque bien d'empoisonner un moment les relations entre les deux pays. Revers historique de l'ANC en Afrique du Sud. On se retrouve dans quelques instants. La police indonésienne a affirmé avoir arrêté 6 militants islamistes présumés qui prévoyaient de commettre un attentat à la roquette contre un quartier du front de mer de Singapour. L'État a confirmé avoir eu vent de ce projet et renforcé ses mesures de sécurité. Le chef présumé de ce commando, Gigi Ramadewa, 31 ans, est soupçonné d'avoir planifié cette attaque avec Bahru Naim, un djihadiste indonésien qui combattrait dans les rangs du groupe État islamique en Syrie. L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a subi un revers historique. Son rival, l'ADA, vient de remporter les municipales de Port-Elizabeth. Une victoire qui pourrait bien être la première d'une série d'autres. Le récit de Julie Chouteau. Ces militants crient victoire. Pour la première fois, ils s'imposent à Port-Elizabeth. L'Alliance démocratique est le premier parti d'opposition à prendre les commandes de la ville depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ce sont les faits. L'Alliance démocratique deviendra le plus grand des partis parce que c'est ça que vous voulez. À la tête du parti aussi, on se félicite. La campagne a porté ses fruits. Si vous demandez aux gens là-bas ce qu'ils ont voté, au final, ils vous diront qu'ils ont voté pour le changement. Je pense que ça veut dire que notre message est passé, que les gens nous ont entendus. Nous allons répéter ce message et lui donner plus d'ampleur. L'Alliance démocratique espère encore gagner 2 villes. À Pretoria et Johannesburg, la bataille reste très serrée. Quoi qu'il en soit, au niveau national, l'ANC du président Zuma reste largement en tête. L'ANC a gagné la majorité des municipalités et au fur et à mesure des résultats, nous recevons de plus en plus de confirmations que l'ANC va faire un très bon score à ces élections. L'ANC conserve sa majorité mais perd du terrain. Un coup dur pour le président Jacob Zuma dans la perspective des élections générales de 2019. À quelques heures du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio, le secret autour de l'identité du dernier relayeur de la flamme olympique est toujours aussi bien gardé. Le suspense doit perdurer jusqu'à ce soir. La flamme olympique à Madureira, un quartier populaire de Rio, réputé pour sa tradition de la samba. Un échauffement pour les écoles de danse qui participeront à la cérémonie vendredi soir. Je parade chaque année ici pour le carnaval, mais cette fois-ci c'est une surprise pour moi et c'est très excitant de parader pour les Jeux Olympiques. C'est une émotion que je garderai pour le reste de ma vie. Prochaine étape ce vendredi matin pour la flamme olympique, le Corcovado. La statue du Christ Rédempteur est déjà aux couleurs du Brésil. Ça nous redonne un peu de fierté par rapport à la crise que nous devons endurer. Cela redonne un peu de fierté au pays. Au mythique stade du Maracanã, les dernières répétitions ont eu lieu.
Une question subsiste, qui allumera la vasque dans le stade olympique? La presse évoque deux noms, la légende du football Pelé et Gustavo Kuerten, le triple vainqueur de Roland-Garros. Le suspense devrait durer jusqu'à la cérémonie qui débute à 20h heure locale. Et le chiffre est enfin tombé hier soir. Les sportifs russes seront 271 à défiler en soirée au mythique stade de Maracana. Le CIO a donné son feu vert à Axel Simon. Ils seront finalement 271 à être admis à concourir sous la bannière russe. C'est par communiqué que le Comité international olympique a annoncé le chiffre définitif très attendu. 118 sportifs sont donc exclus de la compétition pour fait de dopage. Pour le président du comité olympique russe, l'équipe qui concourt est désormais irréprochable. Je voudrais souligner qu'aucune équipe nationale n'a dû se plier à des conditions aussi restrictives que les athlètes russes. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas d'équipe aussi propre et aussi contrôlée que la Russie. Pour les athlètes russes, c'est un soulagement, la fin de plusieurs semaines d'incertitude. La situation était très compliquée. Nos athlètes se sont entraînés dans des conditions tendues. Alors chaque médaille qui sera gagnée sera d'autant plus importante. C'est donc l'épilogue d'un dossier ouvert le 18 juillet par la publication du rapport McLaren, un rapport qui révèle l'existence d'un système de dopage d'État mis en place en Russie de 2001 à 2015 et qui recommande l'exclusion au JO de Rio des sportifs ayant des antécédents de dopage. Dans l'embarras, le CIO confie d'abord aux fédérations de chaque discipline la sélection des athlètes propres, avant de finalement laisser le dernier mot à 3 de ses membres sur la base des listes fournies par les fédérations. L'équipe russe s'en sort bien. Il y a quelques jours, elle risquait encore son exclusion totale. Et ces Jeux Olympiques s'ouvrent dans un contexte économique tendu au Brésil. Le rendez-vous sportif devrait, au moins du temps de la compétition, mettre un peu de baume au cœur des commerçants. Sophie Guimillon et Kim Vandine nous en disent plus. 12 000 athlètes, 500 000 touristes. Les Jeux Olympiques arrivent à point nommé pour l'économie brésilienne. Sur la mythique plage de Copacabana, les JO, c'est du travail assuré pour les restaurateurs et les sculpteurs de sable. C'est une bonne chose pour ceux qui travaillent en lien avec les JO. Ce sera bien pour moi et aussi pour mes amis qui travaillent ici sur la plage. Les JO pourraient créer 1 800 000 emplois à Rio, d'après les sponsors de l'événement. Mais il ne s'agit que d'une activité temporaire, pas assez pour réduire durablement le chômage au Brésil, qui touche 11% de la population active. La colère domine pour une partie des Brésiliens, dont la situation n'a pas changé depuis l'organisation du mondial de football en 2014. On a organisé la Coupe du Monde et qu'est-ce que ça a amélioré? Je pense que ce sont des trous noirs, l'argent investi disparaît. Certaines choses ont été faites, on n'en entend plus parler. Ça ne va rien améliorer. Si les JO peuvent rapporter gros, pour l'heure la facture est salée. Entre 10 et 12 milliards d'euros pour la ville de Rio et pour l'État fédéral brésilien. Des dépenses qui alourdissent encore un peu plus la dette publique, dans un pays où le PIB sera en recul de près de 4% cette année. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. En pleine tempête sur les télécoms, Boutros Ghali défend le bilan de son ministère. Le ministre a énuméré les solutions stratégiques proposées par son administration. En Irak, jusqu'à 3000 villageois en fuite pourraient avoir été capturés hier par les djihadistes de l'EI. L'Agence des Nations Unies craint l'exécution de 12 d'entre eux. Tous résident dans plusieurs localités du gouvernorat de Kirkouk. Le stade de Maracana va s'allumer dans quelques heures pour le coup d'envoi des JO de Rio. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, le suspense perdure sur l'identité du dernier relayeur de la flamme olympique. Merci de votre attention, très bonne soirée à toutes et à tous.